rends l'argent ou tu n'es plus notre fille. A hurlé mon père. Ma sœur a souri. J'ai posé les preuves sur la table. Leurs visages ont changé de couleur. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. La route qui menait à la maison de mon enfance en Normandie n'avait pas changé. Les platanes formaient toujours la même voûte protectrice au-dessus de l'asphalte usé, et le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les feuilles, projetant des ombres dansantes sur le capot de ma voiture. J'avais fait cette route des centaines de fois, mais aujourd'hui, une boule d'appréhension s'était logée dans mon estomac. Ce n'était pas juste la fatigue du trajet depuis Paris, c'était autre chose, une tension subtile que j'avais sentie dans la voix de ma mère au téléphone la veille. Pourtant, c'était un jour de fête. Nous célébrions les 70 ans de mon père, Gérard. Sur le siège passager, protégé comme un trésor, reposait un magnifique fraisier, le gâteau préféré de ma mère, Monique. Je l'avais commandé chez le meilleur pâtissier de Paris, une extravagance que je savais qu'elle n'oserait jamais s'offrir. C'était ma façon de lui dire je t'aime, une tradition silencieuse entre nous. En me garant dans l'allée gravillonnée, j'ai reconnu la voiture de mon frère Thomas, un SUV allemand un peu trop prétentieux pour ses moyens, et la petite citadine de ma sœur Sophie. La famille était au complet. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé le gâteau et je suis sortie. L'air sentait l'herbe coupée et le lointain parfum des roses du jardin de maman. La maison, une longue bâtisse normande en pierre et colombage, semblait immuable. C'est là que j'avais grandi, là que chaque recoin gardait un souvenir. Mais en poussant la lourde porte en chêne, j'ai senti que quelque chose était différent. Le brouhaha habituel des réunions de famille était remplacé par un silence feutré. Ils étaient tous dans le grand salon qui donnait sur le jardin. Mon père, droit comme un i dans son fauteuil, le visage plus sévère que d'habitude. Ma mère, assise sur le bord du canapé, ses mains triturant un mouchoir. Ma sœur Sophie et son mari, Julien, me sourirent, mais leurs sourires n'atteignirent pas leurs yeux. Julien, surtout, avait ce regard perçant que je ne lui avais jamais aimé, un mélange d'intelligence et de ressentiment. Thomas, lui, évitait mon regard, préférant contempler le fond de son verre de whisky. Et bien sûr, ma tante Isabelle, la sœur de ma mère, était là, assise comme une reine-mère, ses yeux de fouine balayant la scène, prête à récolter le moindre ragot. Chloé. Enfin, lança ma mère d'une voix un peu trop aiguë. J'ai déposé le fraisier sur la grande table basse. Bonjour tout le monde. Joyeux anniversaire, papa. Il a hoché la tête, sans un mot. L'atmosphère était électrique. J'ai tenté de plaisanter, de parler de mon travail, du trafic sur l'autoroute, mais mes mots tombaient à plat. Après ce qui m'a semblé une éternité, mon père s'est levé, un verre de champagne à la main. Le moment des discours. Il a commencé par remercier les invités, à parler de sa vie, de son travail. Sa voix était monocorde, sans la chaleur habituelle. Puis, son regard s'est posé sur moi. Un regard de glace. Le silence est devenu si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Il y a des moments dans la vie d'un homme où il doit faire face à des déceptions, a-t-il commencé, sa voix tremblant de rage contenue. Des déceptions si profondes qu'elles remettent tout en question. Je sentais tous les regards converger vers moi. Mon cœur battait à tout rompre. Il se trouve qu'une somme considérable a disparu du compte de votre mère. 100 000 euros. Une somme mise de côté pendant des années. Et cette disparition a eu lieu juste après que ma fille aînée, l'avocate parisienne, celle qui sait tout, a si gentiment aidé sa mère ignorante à gérer ses comptes en ligne. Le souffle m'a manqué. C'était un cauchemar. Il parlait de moi. Devant tout le monde. Il m'humiliait publiquement. Il a levé son verre, non pas pour trinquer, mais comme un juge levant son marteau. Son visage était déformé par la fureur. Et il a prononcé la phrase qui allait faire voler ma vie en éclats. Alors, Chloé, je te le dis devant tout le monde. Rends les 100 000 euros ou tu n'es plus ma fille. Le monde s'est arrêté. J'ai regardé autour de moi, cherchant un allié, un regard de soutien. Rien. Ma mère avait le visage enfoui dans ses mains.
Thomas fixait le plancher. Sophie avait une expression de tristesse feinte, mais j'ai vu la lueur de triomphe dans les yeux de son mari, Julien, qui posait une main faussement réconfortante sur son épaule. Tante Isabelle semblait savourer chaque seconde de ce drame. Personne n'a dit un mot pour me défendre. J'étais seule. Condamnée sans procès. Sans réfléchir, mes gestes sont devenus mécaniques, comme ceux d'un automate. J'ai ramassé mon sac à main, mes clés de voiture. Je n'ai regardé personne. En passant devant la table basse, mon regard a croisé le fraisier, symbole absurde de mon amour bafoué. J'ai marché vers la porte, chaque pas résonnant dans le silence assourdissant. J'ai ouvert la porte, je suis sortie, et je l'ai refermée doucement derrière moi, laissant ma famille et ma vie d'avant se dissoudre dans le silence glacial de la maison. La portière de la voiture s'est refermée dans un bruit sourd qui a scellé mon exclusion. J'ai démarré le moteur, les mains tremblantes sur le volant. Je ne savais pas où j'allais. Je devais juste partir, m'éloigner de cette maison qui était devenue une scène de crime, où j'étais à la fois la victime et l'accusée. J'ai roulé pendant des heures, sans but, les phares découpant des tunnels jaunes dans la nuit noire de la campagne normande. Les larmes que j'avais retenues ont commencé à couler, chaudes et amères. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de rage et d'incompréhension. Comment avait-il pu? Comment mon propre père avait-il pu me jeter en pâture de cette façon? Les images de la scène tournaient en boucle dans ma tête, le visage dur de mon père, le silence de ma mère, le regard satisfait de Julien. Chaque détail était une nouvelle blessure. Il ne m'avait même pas posé la question. Il n'avait pas cherché à comprendre. Il m'avait jugé, condamné et exécuté en l'espace de 5 minutes. Épuisé, j'ai fini par m'arrêter dans le premier hôtel impersonnel que j'ai trouvé au bord d'une nationale, une de ces boîtes en béton sans âme. La réceptionniste m'a à peine jeté un regard en me tendant la clé magnétique. La chambre sentait le désinfectant et la solitude. J'ai verrouillé la porte, je me suis laissé glisser au sol et j'ai enfin laissé tout sortir. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que ma gorge soit sèche et douloureuse. Puis, le calme est revenu. Un calme froid, effrayant. Assise dans le noir, j'ai commencé à réfléchir. La douleur brute laissait place à l'analyse, une déformation professionnelle. J'ai repensé aux dernières années, cherchant les signes que j'avais dû ignorer. Les pics de Sophie sur ma vie de privilégiée à Paris. Les demandes d'argent incessantes de Thomas pour ses projets commerciaux qui échouaient les uns après les autres. Le ressentiment à peine voilé de Julien, lui qui n'avait jamais réussi à percer dans son domaine et qui voyait ma réussite comme une insulte personnelle. Et mes parents qui comparaient toujours, qui laissaient entendre que ma carrière m'avait éloigné des vraies valeurs, c'est-à-dire les leurs. J'avais mis tout ça sur le compte de la maladresse, des petites jalousies familiales sans conséquence. J'avais eu tort. C'était un poison lent, qui avait infusé pendant des années et qui venait de trouver son expression la plus violente. 100 000 euros. La somme était précise. Pourquoi cette somme? Et pourquoi maintenant? J'ai repensé à ce jour, un mois plus tôt, où j'avais passé l'après-midi avec ma mère pour l'aider à installer l'application de sa banque sur sa tablette. Elle était si nerveuse, si effrayée par la technologie. Je me souvenais de sa gratitude, de son soulagement. « Qu'est-ce que je ferais sans toi, ma chérie ?» m'avait-elle dit. Cette phrase résonnait maintenant comme une blague cruelle. Ils avaient utilisé ma gentillesse, ma disponibilité, pour en faire l'arme du crime. Ils avaient attendu le moment parfait, l'anniversaire de mon père, pour que l'humiliation soit totale. Une nouvelle vague de colère m'a submergée, mais cette fois, elle était différente. Elle était froide, tranchante. La tristesse avait disparu. La fille blessée laissait place à l'avocate. Ils m'avaient traitée comme une criminelle? Très bien. J'allais leur montrer ce que c'était que d'affronter une vraie avocate. Je n'allais pas seulement prouver mon innocence, ce qui aurait été trop simple. J'allais découvrir la vérité, toute la vérité, et la leur jeter au visage. Je voulais comprendre le comment, le pourquoi, et surtout, le qui. Je me suis relevée. Mon reflet dans le miroir sombre de la chambre me montrait un visage défait, des yeux rougis, mais une lueur nouvelle dans le regard. Une lueur de détermination. Ils avaient déclenché une guerre, et ils n'avaient aucune idée de l'ennemi qu'ils venaient de se créer.
Je ne me battrai pas pour retrouver leur amour, il était mort ce soir. Je me battrai pour la seule chose qui me restait, mon nom. Et pour la satisfaction de voir leur masque tomber. La nuit allait être longue, mais à l'aube, ma contre-attaque commencerait. Le lendemain matin, les premiers rayons gris de l'aube filtraient à travers les rideaux mal occultants de la chambre d'hôtel. Je n'avais pas dormi, mais je n'étais pas fatigué. Une énergie glaciale, presque électrique, avait pris le relais. J'ai pris une douche brûlante, comme pour laver la souillure de la veille. En enfilant des vêtements propres, j'étais déjà une autre femme. La Chloé d'hier, la fille aimante qui cherchait l'approbation de sa famille, était morte. Devant moi se tenait l'avocate, celle qui ne laissait rien passer dans une salle d'audience. J'ai sorti mon ordinateur portable et mon téléphone. Mon premier réflexe n'a pas été d'appeler un ami pour pleurer, mais mon associé, Mathieu. Mathieu n'était pas seulement mon collègue au cabinet, il était mon ami le plus proche, la seule personne à Paris qui connaissait les fissures derrière la façade de ma famille, parfaite. Il était brillant, spécialisé en droit financier, et surtout, d'une loyauté à toute épreuve. Il a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix encore ensommeillée. « Chloé. Tout va bien ? Il est à peine 7 heures. »« Non, Mathieu. Rien ne va. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de l'avocat, pas de l'ami. » En quelques phrases courtes et précises, je lui ai exposé les faits. Pas l'humiliation, pas les larmes. Juste les faits bruts, l'accusation, la somme, le prétexte de la banque en ligne. Je lui ai présenté la situation comme si c'était le cas d'un client. Un long silence a suivi à l'autre bout du fil. Puis, sa voix a changé, devenant nette et professionnelle. D'accord. C'est une accusation grave. Et incroyablement stupide de leur part de la faire publiquement. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux la vérité, Mathieu. Je ne veux pas juste me défendre, je veux attaquer. Je veux savoir où est passé cet argent, et qui l'a pris. Mais je veux le faire proprement, légalement. Bien, a-t-il dit, et je pouvais presque l'entendre réfléchir. On ne peut pas simplement demander à la banque les relevés de ta mère, ce serait une violation du secret bancaire et ça se retournerait contre toi. Ils le savent. On doit être plus malin. C'est là que mon propre cerveau d'avocate s'est mis en marche. Et si on ne s'intéressait pas spécifiquement au compte de ma mère ? Et si on abordait la banque sous un autre angle ? Développe, a dit Mathieu, son intérêt piqué. Notre cabinet a traité plusieurs cas de fraude visant des personnes âgées. On pourrait prétexter une enquête interne sur une possible faille de sécurité systémique chez cette banque, qui rendrait leurs clients les plus vulnérables. On envoie une mise en demeure officielle, une lettre bien sentie qui les menace d'une action de groupe s'ils ne coopèrent pas pour une vérification interne. Ça te donnerait, en tant que représentant du cabinet, un accès légal à certains registres pour identifier des schémas de fraude. C'est un cheval de Troie. Légal. Un autre silence. Puis un petit sifflement admiratif. C'est retors, Chloé. C'est brillant. Et c'est dangereux. Tu utilises les ressources du cabinet pour une affaire personnelle. Si ça se sait. Ça ne se saura pas, ai-je coupé, ma voix dure comme de l'acier. Parce que nous allons trouver quelque chose. Je le sais. Je le sens. Et si jamais on trouve une vraie faille, le cabinet en sortira grandi. C'est un risque calculé. Chloé. A-t-il commencé, sa voix redevenant celle de l'ami. C'est ta famille. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? Une fois que tu auras ouvert cette porte, tu ne pourras plus la refermer. Son inquiétude était sincère, mais elle venait trop tard. La porte avait déjà été claquée à mon nez. Ils ont cessé d'être ma famille hier soir, Mathieu. Quand ils m'ont regardé me faire humilier sans dire un mot. Maintenant, ce sont juste les parties adverses dans une affaire. Peux-tu le faire ? Il y a eu une longue expiration. Oui. Je m'en occupe. Je rédige la mise en demeure ce matin. Ça prendra peut-être un jour ou deux pour qu'ils mordent à l'hameçon. Sois prudente, Chloé. J'ai raccroché. Pour la première fois depuis 24 heures, la boule dans mon estomac s'était légèrement desserrée. J'avais un plan. J'avais un allié. La partie d'échecs venait de commencer,
et j'avançais mon premier pion. Les 48 heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Je suis rentrée à Paris, dans mon appartement silencieux qui me semblait soudain trop grand. J'ai annulé mes rendez-vous, prétextant une urgence familiale, ce qui n'était qu'à moitié un mensonge. Je passais mes journées à faire les 100 pas, mon téléphone greffé à ma main, sursautant à chaque notification. Le mardi après-midi, Mathieu a appelé. On a une touche, a-t-il dit, sans préambule. La direction juridique de la banque a paniqué à la lecture de notre lettre. Ils nous donnent un accès limité à leur registre de transactions pour aider à notre enquête. J'ai un créneau avec leur responsable de la conformité demain matin. L'attente jusqu'au lendemain a été une torture. Je me suis forcée à manger, à dormir, mais mon esprit était une ruche en pleine activité, échafaudant des scénarios, anticipant les découvertes. Mercredi, midi. Mon téléphone sonne. C'est Mathieu. Assieds-toi, m'a-t-il dit. Sa voix était tendue. Je me suis assise sur le bord de mon canapé, le cœur battant. J'ai les informations de base, a-t-il poursuivi. Chloé, les 100 000 € n'ont pas été retirés via une transaction en ligne. J'ai retenu mon souffle. Comment ? 3 retraits. En personne. Au guichet de l'agence de votre ville natale. Le premier de 50 000, le deuxième de 30, le troisième de 20. Espacé de quelques jours. Tous effectués le mois dernier. C'était la première fissure. La toute première preuve tangible que leur histoire était un mensonge. L'accusation reposait entièrement sur le fait que j'étais la seule à maîtriser l'outil informatique. Si l'argent avait été retiré physiquement, leur théorie s'effondrait. Mais ce n'est pas tout, a continué Mathieu. C'est là que ça devient intéressant. Après ces 3 retraits, il y a eu une série de petites transactions en ligne depuis le compte de ta mère. Des virements de 50 ou 100 € vers divers comptes, certains liés à des achats de jeux en ligne, des choses comme ça. Ça ressemble à un schéma de fraude classique par hameçonnage, le genre de choses qui arrivent quand on vole des identifiants. J'ai fermé les yeux, essayant de comprendre. Attends. Il retire l'argent au guichet, et ensuite, il crée une fausse piste numérique ? Exactement, a confirmé Mathieu. C'est un coup à double détente. Ils prennent l'argent discrètement, puis ils maquillent la scène de crime pour qu'elle ressemble à une cyberattaque. De cette façon, si quelqu'un regarde rapidement, il voit les petites transactions en ligne et conclut à une fraude informatique. Et qui est l'experte en informatique qui vient juste d'intervenir sur le compte ? Toi. C'est diabolique, Chloé. Ce n'est pas l'œuvre d'amateur. Une sueur froide a perlé dans mon dos. Ce n'était pas juste une accusation lancée sous le coup de la colère ou de la jalousie. C'était un complot. Un plan méticuleusement orchestré pour me faire porter le chapeau. Ils avaient non seulement volé l'argent, mais ils avaient aussi travaillé activement à construire un dossier contre moi. Qui a fait les retraits au guichet ? Ai-je demandé, ma voix un murmure. C'est la prochaine étape. J'ai demandé les bordereaux de retrait signés et l'accès aux enregistrements de vidéosurveillance de l'agence pour les jours en question. C'est plus délicat. Ils résistent. Mais avec la pression que je leur mets, ils finiront par céder. J'ai remercié Mathieu et j'ai raccroché. Le soulagement initial d'avoir une preuve de mon innocence était maintenant remplacé par une peur glaciale. Mon ennemi n'était pas seulement malveillant, il était intelligent. Il avait anticipé les réactions, manipulé les apparences. Je ne me battais pas contre une simple jalousie familiale, mais contre une conspiration. Et les conspirateurs avaient le visage de ceux que j'avais, un jour, appelé ma famille. La question n'était plus seulement de savoir qui avait pris l'argent, mais jusqu'où ils étaient prêts à aller pour me détruire. Les preuves techniques étaient une chose, mais elles ne racontaient pas toute l'histoire. Pour comprendre la motivation et l'opportunité, j'avais besoin d'informations humaines, de détails que seuls les gens sur place pouvaient connaître. J'avais besoin d'un agent de terrain. Et je savais exactement qui appeler. Élise était mon amie d'enfance. Nous avions grandi dans la même rue, fait les 400 coups ensemble. Contrairement à moi, elle n'avait jamais quitté notre petite ville de Normandie. Elle était mariée, avait 2 enfants, et tenait la petite librairie sur la place du marché. Elle était le cœur battant du village,
au courant de tout ce qui s'y passait, non pas par médisance, mais parce que les gens se confiaient naturellement à elle. J'ai hésité avant de l'appeler. L'impliquer, c'était lui faire porter un lourd fardeau. Mais je n'avais pas le choix. Chloé. Quelle surprise. Sa voix était chaude et joyeuse, et elle m'a fait l'effet d'un baume sur une plaie à vif. Salut Élise. J'espère que je ne te dérange pas, jamais. Comment ça va à Paris? Dis-moi, ton père était content de sa fête? J'ai vu ta voiture samedi. La question innocente m'a tordu l'estomac. La nouvelle de mon départ précipité n'avait probablement pas encore fait le tour du village. Élise, j'ai besoin de ton aide, ai-je dit, ma voix devenant sérieuse. Et je dois te demander de me promettre de garder ça absolument pour toi. C'est grave. Le ton de sa voix a changé immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Chloé? Tu m'inquiètes. Je lui ai raconté une version édulcorée de l'histoire, omettant l'humiliation publique, mais en lui expliquant l'accusation de vol. Je lui ai dit que je savais que c'était faux et que j'essayais de comprendre ce qui s'était réellement passé. Un long silence a suivi. Oh, Chloé! A-t-elle finalement murmuré, et je pouvais sentir sa peine pour moi. C'est horrible. Bien sûr que je t'aide. Dis-moi ce que je peux faire. Je ne lui ai pas demandé de garder les yeux ouverts. Je lui ai posé des questions précises, ciblées, comme je le ferais pour préparer un interrogatoire. Élise, tu te souviens quand maman a eu son petit malaise, il y a environ 2 mois? Elle n'a pas été hospitalisée, mais elle a dû rester alitée. Oui, bien sûr. Je lui ai apporté des soupes. Elle était très fatiguée. Est-ce que tu te souviens qui est resté avec elle? Sophie a dormi chez tes parents, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Elle a insisté pour rester quelques nuits, pour veiller sur maman. Tout le monde a trouvé ça très dévoué de sa part. Bingo! C'était l'opportunité. Sophie avait eu un accès illimité au sac à main de ma mère, à ses papiers, à son chéquier, pendant plusieurs jours. Autre question, ai-je continué, mon esprit s'emballant. Thomas. Comment vont ses affaires? Son projet de restaurant? Élise a hésité. Écoute, Chloé, je n'aime pas colporter les rumeurs, mais ça ne va pas fort. Les gens disent qu'il doit de l'argent à beaucoup de monde. Notamment à son associé, un certain Marc, un type qui n'a pas très bonne réputation. On dit que Marc lui avait mis la pression. C'était le mobile. Thomas était aux abois. Une dernière chose, Élise. Et c'est peut-être étrange. Sophie et Julien. Est-ce qu'ils ont des projets en ce moment? C'est drôle que tu demandes ça. Ils se plaignent tout le temps de ne pas joindre les deux bouts, mais depuis quelques semaines, ils font le tour des agences immobilières. Ma cousine travaille chez l'une d'elles. Elle m'a dit qu'ils avaient visité une grande maison avec piscine, bien au-dessus de leurs moyens. Ils auraient même fait une offre. Le puzzle prenait forme. Thomas avait besoin d'argent pour ses dettes. Sophie et Julien voulaient une vie qu'ils ne pouvaient pas se payer. Ils avaient l'opportunité, le mobile. Élise, merci, ai-je dit, ma voix remplie d'une gratitude sincère. Tu n'imagines pas à quel point tu m'aides. Attends, a-t-elle dit, avant que je ne raccroche. Il y a autre chose. C'est sûrement rien, mais, l'autre jour, en promenant mon chien près de l'étang, j'ai vu Julien. Il était près des poubelles publiques. Il a jeté quelque chose, un petit objet, et il a regardé autour de lui d'un air nerveux avant de partir rapidement. Ça m'a paru bizarre. Un téléphone portable? Un téléphone prépayé, utilisé pour l'arnaque et jeté ensuite? Merci, Élise, ai-je répété. Vraiment. En raccrochant, je n'étais plus dans le doute. J'avais les pièces maîtresses. Mon ami d'enfance, depuis son poste d'observation au cœur de ma ville natale, venait de me fournir les liens humains qui manquaient à la froide logique des preuves numériques. Elle venait de me donner les visages, les raisons et peut-être même l'emplacement de l'arme du crime. Armé des informations d'Élise, j'ai immédiatement rappelé Mathieu. Je lui ai tout exposé, l'opportunité de Sophie pendant la convalescence de ma mère, les dettes de Thomas, les ambitions immobilières de Sophie et Julien, et surtout, l'étrange manège de Julien près des poubelles publiques. Un téléphone prépayé, a immédiatement conclu Mathieu.
Le mode opératoire classique pour la validation de transactions frauduleuses sans laisser de traces. C'est son maillon faible. Il a commis une erreur en le jetant dans un lieu public. La conversation avec Élise avait galvanisé Mathieu. Il a redoublé de pression sur le service juridique de la banque. Le lendemain, il m'a appelé, sa voix vibrante d'excitation. Je les ai. Chloé, je les ai. Les vidéos et les bordereaux. Je te les envoie sur ton email sécurisé. J'ai ouvert ma boîte de réception, les mains moites. Le fichier était lourd. Je l'ai téléchargé et j'ai cliqué sur la première vidéo. La qualité était granuleuse, en noir et blanc, mais parfaitement lisible. La date et l'heure s'affichaient dans le coin, 12 octobre. L'agence bancaire de ma ville. Une femme s'est approchée du guichet. Elle portait une capuche et de grandes lunettes de soleil, mais sa silhouette, sa façon de se tenir, de bouger nerveusement, c'était Sophie. Sans l'ombre d'un doute. Je l'ai vue tendre les papiers au guichetier, signer le bordereau, et repartir avec une épaisse enveloppe. Mon cœur s'est serré. Voir la preuve visuelle de sa trahison était une douleur physique. J'ai ouvert la deuxième vidéo. 16 octobre. Cette fois, c'était Thomas. Lui n'avait fait aucun effort pour se déguiser. Il était là, souriant, blaguant même avec l'employé de banque, comme s'il retirait son propre argent pour aller s'acheter une baguette. Son arrogance était à vomir. Il a signé, a pris l'enveloppe, et est parti avec l'assurance d'un homme qui se sent intouchable. Puis j'ai regardé les bordereaux de retrait scannés. Les signatures étaient hésitantes, légèrement différentes de celles de ma mère, mais suffisamment proches pour tromper un employé pressé. Mais pas pour tromper un expert. Ou une fille qui avait vu la signature de sa mère des milliers de fois. C'étaient des faux, et de piètres faux. Le tableau était maintenant presque complet. Ils avaient utilisé une pièce d'identité de ma mère, probablement volée par Sophie. Ils avaient imité sa signature. Ils avaient retiré l'argent en personne. Mais il restait la question du « coup à double détente ». Mathieu, ai-je dit au téléphone, ma voix un fil. La fausse piste numérique. Comment ont-ils fait? J'y viens, a-t-il répondu. J'ai demandé les journaux de connexion au portail en ligne. La première connexion après ton passage chez tes parents, celle qui a servi à changer le numéro de téléphone de récupération et à mettre en place les petits virements frauduleux, n'a pas été faite depuis Paris. Elle a été faite depuis une adresse IP localisée, dans ta ville natale. J'ai fermé les yeux. L'adresse IP de la maison de mes parents. Exactement. La connexion a été établie depuis une tablette connectée à leur Wi-Fi. Le jour où Sophie et Julien étaient censés dîner avec tes parents. Ils étaient sur place. Ils ont utilisé la tablette de ta mère, probablement sous un prétexte anodin, pour monter leur mise en scène. C'est Julien, j'en mettrai ma main au feu. C'est lui le cerveau. Il a orchestré le vol physique par les deux autres, puis il a personnellement créé la piste numérique pour te faire accuser. Le piège s'était refermé. Pas sur moi, mais sur eux. Chaque mensonge, chaque action, chaque tentative de dissimulation était maintenant documentée, horodatée, prouvée. Ils avaient pensé à tout, sauf à une chose, que je me battrais. Et que je n'étais pas seule. J'ai passé le reste de la journée avec Mathieu à compiler chaque élément. Les vidéos. Les bordereaux signés. L'analyse graphologique comparative que nous avons commandée en urgence. Les journaux de connexion IP. Le témoignage indirect d'Élise. Chaque pièce s'emboîtait parfaitement dans la suivante, formant une mosaïque accablante de leur culpabilité. Ce n'était plus une affaire de famille. C'était un dossier. Un dossier solide, froid, irréfutable. Un dossier qui pouvait les envoyer en prison. La question n'était plus de savoir si j'avais les preuves. La question était de savoir ce que j'allais en faire. Le week-end qui a suivi a été consacré à la préparation de ma riposte. Mon appartement parisien, d'habitude un havre de paix, s'est transformé en quartier général de guerre. La grande table de mon salon était recouverte de documents, de post-it, de schémas reliant les noms, les dates et les actions. Je ne travaillais plus sous le coup de l'émotion, mais avec la précision chirurgicale d'une avocate préparant le procès de sa vie. Mathieu est passé le samedi pour m'aider à finaliser le dossier.
Il a posé sur la table une dernière pièce, obtenue après d'intenses négociations avec la banque, une déclaration sur l'honneur du guichetier qui avait servi Thomas. L'employé, nerveux à l'idée d'être impliqué dans une fraude, y décrivait l'attitude décontractée de mon frère et confirmait l'avoir déjà vu plusieurs fois en ville. Il n'y a plus le moindre doute, a dit Mathieu en contemplant notre travail. C'est un dossier en béton armé. Tu pourrais les détruire avec ça, Chloé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais les photos imprimées de Sophie et Thomas, figées dans leur trahison. Leurs visages m'étaient à la fois familiers et étrangers. C'étaient les visages de mon enfance, des jeux dans le jardin, des Noëls en famille. Et c'étaient aussi les visages de mes bourreaux. J'ai passé des heures à assembler le dossier. Chaque page était numérotée, chaque pièce à conviction introduite par un court texte explicatif, froid et factuel. Section 1, les retraits frauduleux. Photo de la vidéosurveillance. Copie des bordereaux. Section 2, l'analyse graphologique. Rapport d'experts confirmant la falsification des signatures. Section 3, la création de la fausse piste. Journaux de connexion IP. Preuve de la connexion depuis la tablette familiale. Section 4, le mobile et les complices. Résumé des dettes de Thomas. Recherche immobilière de Sophie et Julien. Témoignage d'Élise sur le comportement de Julien. Ce n'était pas un simple assemblage de preuves. C'était le récit méthodique de leur complot. Une histoire de cupidité, de jalousie et de trahison, racontée par les faits eux-mêmes. En travaillant, une étrange sensation m'a envahi. La douleur était toujours là, mais elle était recouverte par une couche de glace. C'était comme si je m'étais déconnectée de la situation, comme si Chloé la fille et Chloé l'avocate étaient devenues deux personnes distinctes. L'avocate avait pris le contrôle, et elle était impitoyable. J'ai enregistré une copie numérique de tous les documents sur une clé USB cryptée. Puis, j'ai imprimé le dossier complet en 2 exemplaires. J'ai glissé chaque exemplaire dans un sobre dossier noir, le même genre que ceux que j'utilisais pour mes clients les plus importants. Sur mon ordinateur, j'ai créé un nouveau répertoire pour y classer tous les fichiers numériques. Sans réfléchir, je l'ai nommé « Vengeance-bas familiale ». Ce mot, vengeance, m'a surprise. Était-ce vraiment ce que je voulais? La vengeance? Non. La vengeance était une émotion chaude, impulsive. Ce que je ressentais était froid, calculé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une restauration de l'ordre. Une rectification. Ils avaient créé un chaos de mensonges, et j'allais y répondre par l'ordre implacable de la vérité. Le dimanche soir, tout était prêt. Les 2 dossiers noirs reposaient sur ma table, semblables à des armes chargées. Je me sentais étrangement calme. L'incertitude avait disparu. Je savais exactement ce que j'avais à faire. Je n'allais pas les appeler. Je n'allais pas les prévenir. J'allais retourner sur la scène du crime, non plus en victime humiliée, mais en procureur. Le procès allait avoir lieu, non pas dans un tribunal public, mais dans le salon familial. Et j'en serais à la fois le juge, le jury et le bourreau. Je suis arrivé en Normandie un mardi après-midi. Le ciel était bas et gris, assorti à mon humeur. J'avais choisi un jour de semaine, en plein milieu de journée, pour être sûr de les surprendre. Je ne me suis pas garé dans l'allée, mais un peu plus loin dans la rue, comme une étrangère. J'ai marché jusqu'à la maison, le lourd dossier noir sous mon bras, mon cœur battant un rythme lent et régulier. J'ai poussé la porte sans frapper. Comme je l'avais espéré, ils étaient là. Pas tous, mais les principaux acteurs. Ma mère était dans la cuisine, épluchant des légumes avec des gestes lents. Mon père lisait le journal dans son fauteuil. Sophie était assise à la table de la cuisine, une tasse de thé à la main, l'air de s'ennuyer. Ils ont levé la tête en m'entendant entrer, leur visage passant de la surprise à l'hostilité en une fraction de seconde. « Qu'est-ce que tu fais là » a sifflé Sophie, se levant à moitié. « Je suis venue avoir une conversation » ai-je répondu d'une voix calme qui m'a moi-même surprise. Je me suis dirigée vers la grande table en bois de la salle à manger, celle des repas de fête et des secrets de famille. J'ai posé le dossier sur le bois poli. Le son a claqué dans le silence. Mon père a baissé son journal. Il n'y a rien à dire.
Tu connais nos conditions. Vos conditions sont basées sur un mensonge, ai-je rétorqué. Et aujourd'hui, nous allons rétablir la vérité. Je n'ai pas ouvert le dossier tout de suite. Je suis resté debout, les mains posées à plat sur la table, et je les ai regardés, un par un. J'ai commencé mon interrogatoire, comme si nous étions dans une salle d'audience. Sophie, ai-je commencé doucement. Maman t'a parlé de ses projets de refaire la toiture? C'est un gros budget, n'est-ce pas? Elle a été décontenancée. Oui, elle en a parlé. Et alors? Et alors, c'est étrange que tu aies décidé, juste à ce moment-là, de faire une offre sur une maison qui coûte le double de ce que vous pouvez vous permettre, toi et Julien. Tu as dû trouver une source de financement inattendue. Le visage de Sophie s'est décomposé. Elle a jeté un regard paniqué à mon père. Je ne vois pas le rapport, a-t-elle balbutié. J'ai ignoré sa réponse. Mon regard s'est tourné vers mon père. Papa, tu as appelé Thomas récemment? J'ai entendu dire que ses affaires avaient enfin décollé. Il a réussi à rembourser son associé, ce fameux Marc. C'est une excellente nouvelle. Il devait être soulagé. Mon père a froncé les sourcils, confus. Je ne savais pas. Il ne m'a rien dit. Vraiment, ai-je dit, avec une pointe d'ironie. C'est pourtant une somme importante qu'il a dû trouver. Je les laissais mariner dans leur confusion, dans leurs mensonges qui commençaient à s'effriter. Ma mère avait arrêté de couper ses légumes, son couteau suspendu en l'air. C'est seulement à ce moment-là que j'ai ouvert le dossier. Maintenant, ai-je annoncé, ma voix devenant plus dure. Passons aux choses sérieuses. J'ai sorti la première photo. Un arrêt sur image de la vidéo de surveillance. Le visage de Sophie, même déformé par les lunettes de soleil, était reconnaissable. Je l'ai fait glisser sur la table vers elle. 12 octobre. Agence du Crédit Normand. Retrait de 50 000 €. Ta démarche est très reconnaissable, Sophie. Surtout quand tu es nerveuse. Elle a poussé un petit cri étranglé et a reculé sa chaise. J'ai sorti la deuxième photo. Thomas, souriant. 16 octobre. Même agence. 30 000 €. Il avait l'air beaucoup plus détendu que toi, n'est-ce pas? J'ai continué, implacable, sortant les documents les uns après les autres. Les bordereaux avec les signatures imitées. Le rapport de l'expert graphologue. Défaut assez médiocre, d'ailleurs. Vous auriez pu faire un effort. Le silence dans la pièce était total, seulement brisé par la respiration haletante de ma mère. Mon père était livide, ses mains agrippées à son journal comme à une bouée de sauvetage. Enfin, j'ai sorti les journaux de connexion. Et voici le clou du spectacle. La tentative de me faire accuser. Une connexion depuis cette maison, le soir où vous dîniez tous les deux ici, Sophie. Pour créer une fausse piste. C'était l'idée de Julien, j'imagine? Il a toujours été plus intelligent que vous deux réunis. J'ai terminé ma présentation. J'ai laissé les preuves étalées sur la table, une collection sordide de leur trahison. Je les ai regardées. J'attendais. La bombe avait été lâchée. J'attendais l'explosion. L'explosion n'a pas été celle que j'attendais. Il n'y a pas eu de cris, de dénégations outrées. Juste un silence assourdissant, chargé de culpabilité et de honte. Sophie avait le visage caché dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Mon père fixait les photos sur la table, son visage une toile de cire où se mêlaient l'incrédulité et une horreur grandissante. Ma mère, elle, s'était appuyée contre l'évier, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. C'est Thomas qui a brisé le silence. Il est arrivé à ce moment-là, entrant par la porte de derrière sans frapper, un sourire suffisant aux lèvres. Il ne m'a pas vu tout de suite. Alors, la Parisienne a remboursé, a-t-il lancé en direction de mon père. Puis il m'a vu, debout près de la table. Il a vu le dossier, les photos. Son sourire s'est évanoui. Qu'est-ce que... J'ai pointé du doigt sa photo sur la table. On admirait ton nouveau pull, Thomas. Très chic pour aller à la banque. Son visage est devenu blême. Il a regardé Sophie, puis notre père, cherchant une issue. N'en trouvant aucune, il a choisi l'arrogance,
le dernier refuge des lâches. Il a eu un petit rire sec, un son horrible et déplacé. Oh, ça va? A-t-il dit en haussant les épaules. Faut pas en faire un drame. C'est juste de l'argent, Chloé. Tu en as plein. Pour toi, ce n'est rien. Pour nous, ça changeait tout. Ce n'était pas personnel. Ce n'était pas personnel. Cette phrase a été pire que l'accusation initiale. Elle révélait l'abîme qui nous séparait. Pour lui, voler sa propre mère, détruire sa sœur, n'était qu'une simple transaction financière, une redistribution des richesses qu'il estimait juste. C'est cette phrase qui a fait réagir mon père. Il s'est levé lentement, ses 70 ans lui pesant soudain sur les épaules. Il n'a pas regardé Thomas. Il m'a regardé, moi. Et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas de la colère, mais une immense détresse. La détresse d'un homme qui réalise qu'il a été manipulé, qu'il a accusé l'innocente et protégé les coupables. Son silence était plus éloquent que n'importe quel cri. Il venait de comprendre. Ma mère, elle, a trouvé la force de parler. Sa voix était à peine un murmure, mais elle était chargée d'une force nouvelle. Elle ne me regardait pas, ni Thomas, ni Sophie. Elle regardait la porte d'entrée, comme si elle s'attendait à voir apparaître le dernier fantôme de cette pièce. Julien. A-t-elle soufflé. C'est lui. C'est son idée. Il vous a mis ses idées dans la tête. Comme s'il avait été invoqué, mon beau-frère est entré à son tour. Il avait dû attendre dans la voiture. Il a évalué la scène en un clin d'œil, les larmes de sa femme, la défaite de son beau-frère, le désarroi de ses beaux-parents, et moi, debout, maîtresse du jeu. Il n'a montré aucune surprise. Il a simplement haussé les épaules, un petit sourire en coin. Ils sont assez grands pour prendre leurs propres décisions, non? Je n'ai forcé personne. Son calme, son indifférence, était la confirmation finale. Il était le cerveau, le marionnettiste. Il avait joué avec eux, avec leur cupidité et leur jalousie, pour arriver à ses fins. Et maintenant que le jeu était terminé, il ne montrait aucun remords. Je les ai tous regardés. Ma sœur, faible et cupide. Mon frère, lâche et arrogant. Mon beau-frère, un sociopathe calculateur. Mon père, un homme brisé par sa propre erreur de jugement. Et ma mère, la victime silencieuse de tout ce drame. La colère m'avait quitté. La tristesse aussi. Il ne restait qu'un vide immense, glacial. J'ai compris à ce moment-là que rien ne pourrait jamais être réparé. J'avais gagné. J'avais la vérité. Mais ma famille, elle, était perdue à jamais. Le silence qui a suivi l'aveu à demi-mot de Julien était lourd de conséquences. Chacun était piégé dans sa propre prise de conscience. C'était le moment que j'avais attendu, le moment de prononcer ma sentence. Tous les regards se sont tournés vers moi. Ils attendaient. J'ai pris le deuxième dossier noir, celui qui était encore intact, et je l'ai fait glisser sur la table en direction de mon père. Ceci est une copie de toutes les preuves, ai-je dit d'une voix dénuée de toute émotion. Vous pouvez la garder. Puis, je me suis adressé à Thomas et Sophie, qui n'osaient plus lever les yeux. Pour maman, et uniquement pour elle, je ne porterai pas plainte au pénal. Un soupir de soulagement a parcouru la pièce. Trop tôt. Mais, ai-je continué, et ma voix s'est durcie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Voici mes conditions. Vous avez 30 jours, à compter d'aujourd'hui, pour rembourser l'intégralité des 100 000 € sur le compte de maman. Pas un centime de moins, pas un jour de plus. Mais comment, a gémi Sophie. Nous n'avons pas cet argent. La maison. C'est votre problème, ai-je coupé net. Vendez ce que vous avez à vendre. Empruntez. Je me moque de savoir comment. Mais le virement devra être fait. Passé ce délai, ce dossier, dis-je en tapotant l'exemplaire que j'avais gardé, sera transmis directement au procureur de la République. Et je vous garantis qu'il sera très intéressé. Est-ce que c'est clair? Ils ont hoché la tête, vaincus. Mais ce n'était pas fini. J'avais gardé le coup de grâce pour la fin. Et il y a une dernière chose. Pour m'assurer que ce genre de situation, ou toute autre forme d'abus financier, ne se reproduise plus jamais.
Je me suis tournée vers mes parents. Dès demain, je vais mettre en place une fiducie pour gérer l'ensemble de vos actifs. L'argent, les biens immobiliers, tout. Un gestionnaire professionnel et neutre, désigné par mon cabinet, en sera responsable. Vous, maman et papa, en serez les bénéficiaires. Vous ne manquerez de rien, vos factures seront payées, vous aurez de l'argent de poche, tout ce que vous voudrez. Mais vous, et mon regard a balayé Thomas, Sophie et Julien avec une froideur polaire, vous n'aurez plus jamais accès à un seul centime sans une supervision légale stricte. Vous ne pourrez plus jamais influencer, manipuler ou voler. C'est terminé. Ce fut le coup final. Plus que le remboursement, cette mesure était une dépossession. Je ne leur enlevais pas seulement l'argent qu'ils avaient volé, je leur enlevais l'espoir de pouvoir un jour recommencer. Je protégeais mes parents non seulement d'eux, mais aussi de leur propre faiblesse. C'était un acte de protection, mais aussi une démonstration de pouvoir absolu. Un acte d'amour filial déformé par la nécessité, transformé en manœuvre juridique implacable. Julien a été le seul à réagir. Il a eu un rire sans joie. L'avocate a gagné. Bravo. Tu as tout détruit pour avoir le dernier mot. J'espère que tu es fier de toi. Je ne suis pas fier, Julien, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Je suis efficace. Il y a une différence. J'ai refermé mon dossier. La réunion était terminée. Je me suis tournée vers mon père. Tu m'as dit de ne plus revenir. Tu avais raison. Puis vers ma mère, dont les larmes coulaient en silence. Je suis désolée, maman. Je suis désolée pour tout ça. Je me suis dirigée vers la porte. Personne n'a bougé. Personne n'a tenté de me retenir. J'ai jeté un dernier regard en arrière sur cette scène de désolation. Une famille brisée, des vies ruinées, tout ça à cause de la cupidité et de la jalousie. J'ai ouvert la porte et je suis partie, laissant derrière moi les décombres de ce qui avait été ma vie. Le procès était terminé. Et j'avais gagné. Mais la victoire avait un goût de cendre. L'argent a été remboursé. 28 jours plus tard, la somme exacte de 100 000 € est apparue sur le compte de ma mère. J'ai appris plus tard, par des échos lointains, qu'ils avaient dû vendre la nouvelle maison à peine achetée de Sophie et la voiture de collection de Thomas, son unique fierté. La fiducie a été mise en place, un mur juridique infranchissable désormais érigé autour du patrimoine de mes parents. J'avais gagné sur tous les fronts. Mais la guerre n'était pas terminée. Elle entrait simplement dans une nouvelle phase, une guerre froide. Thomas et Sophie, poussés par un Julien humilié et revanchard, n'ont pas accepté leur défaite en silence. Ne pouvant plus m'attaquer financièrement ou légalement, ils ont choisi l'arme des faibles, la rumeur. Une campagne de dénigrement a commencé dans notre ville natale. L'histoire a été complètement déformée. Dans leur version, il n'y avait eu qu'un malentendu, un emprunt qu'ils comptaient rembourser. Et moi, la fille de Paris, froide et sans cœur, j'avais profité de cette peccadille pour humilier ma famille, prendre le contrôle de l'argent de mes parents et briser tous les liens par pure méchanceté. J'étais devenue le monstre, la fille ingrate qui avait détruit les siens pour une question d'argent. Tante Isabelle, bien sûr, s'est fait un plaisir de colporter cette version à qui voulait l'entendre, y ajoutant sa propre touche de drame. Élise m'a tenue au courant, furieuse, me disant de ne pas écouter, que les gens qui me connaissaient vraiment savaient la vérité. Mais ça me touchait malgré tout. Ils ne m'avaient pas seulement volé et trahi, ils essayaient maintenant de voler mon histoire, de réécrire le passé pour en faire leur victime. Les mois ont passé. Je n'ai eu aucun contact direct avec eux. Mon père ne m'a pas appelé. Thomas et Sophie non plus. Seule ma mère téléphonait de temps en temps. Nos conversations étaient courtes, maladroites, pleines de silence et de non-dits. Elle me racontait la pluie et le beau temps, les nouvelles du jardin, mais jamais, au grand jamais, elle n'évoquait l'incident. C'était un sujet tabou, une fosse commune de souvenirs que personne n'osait rouvrir. Puis, à l'approche de Noël, elle a appelé. Sa voix était différente, hésitante. « Chloé, ma chérie. Je sais que c'est difficile. Mais, ton père et moi, on se disait que c'est Noël. On pourrait peut-être tous se retrouver. Juste pour un dîner. Pour essayer de...
Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Je savais ce qu'elle demandait. Une trêve de Noël. Une mascarade de réconciliation pour sauver les apparences, pour prétendre que nous étions encore une famille. C'était le piège ultime, celui de l'obligation familiale, du pardon chrétien. Mon père était probablement derrière tout ça, incapable de supporter l'image d'une famille brisée pendant les fêtes. Mon cœur s'est serré. Une partie de moi, la petite fille qui sommeillait encore en moi, voulait dire oui. Elle voulait retrouver la chaleur de la maison à Noël, l'odeur du sapin et de la dinde. Mais l'adulte, la femme qu'ils avaient blessée, savait que c'était impossible. Y aller, c'était minimiser ce qu'ils avaient fait. C'était accepter de s'asseoir à la même table que mes bourreaux et de faire semblant. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, ai-je dit, ma voix aussi douce mais aussi ferme que possible. Je t'aime. Mais je ne viendrai pas, mais Chloé, c'est Noël. A-t-elle commencé à pleurer? Je sais, maman. Mais la famille que tu veux réunir pour Noël n'existe plus. Ils l'ont détruite. Et je ne participerai pas à cette mascarade. Ce serait un manque de respect pour moi-même, et honnêtement, ce serait un mensonge pour vous tous. La conversation s'est terminée peu après. J'ai passé Noël seul dans mon appartement parisien. J'ai commandé un repas hors de prix, j'ai bu du bon vin et j'ai regardé un vieux film. C'était la première fois de ma vie que je ne passais pas Noël en famille. Et c'était à la fois la chose la plus triste et la plus libératrice que j'ai jamais faite. J'avais choisi mon camp, le mien. La guerre froide continuerait, mais je savais maintenant que j'avais la force d'y survivre. 1 an a passé. Une année de silence et de reconstruction. La vie avait repris son cours, mais sur des fondations différentes. La fiducie fonctionnait parfaitement, protégeant mes parents et leur assurant une vieillesse paisible, à l'abri des vautours familiaux. Je n'avais plus de contact avec mes frères et sœurs. Ils étaient devenus des noms dans un dossier, des fantômes d'une vie antérieure. L'épreuve m'avait changé. La colère et la douleur s'étaient estompées, laissant place à une sorte de clarté résignée. J'avais compris que certaines blessures ne guérissent jamais vraiment, on apprend simplement à vivre avec les cicatrices. Et j'avais décidé de transformer cette cicatrice en quelque chose d'utile. Au sein de mon cabinet, j'ai utilisé mon expérience pour créer une nouvelle branche, une permanence juridique pro bono, dédiée spécifiquement à l'aide aux personnes âgées victimes d'abus financiers, en particulier au sein de leur propre famille. Je mettais mon expertise au service de ceux qui, comme ma mère, étaient trop vulnérables ou trop effrayés pour se défendre. C'était un travail exigeant, souvent éprouvant sur le plan émotionnel, mais il avait un sens profond. Chaque fois que j'aidais une personne à récupérer son argent ou sa dignité, c'était une petite victoire contre le souvenir de ma propre histoire. Un jour, une vieille dame, après que nous ayons réussi à dénouer une situation complexe où son propre fils lui avait vidé ses comptes, m'a pris la main. Ses yeux étaient remplis de larmes de gratitude. « Maître, m'a-t-elle dit, vous avez été mon ange gardien. J'aurais tellement aimé avoir une fille comme vous. » J'ai souri, un sourire triste et sincère. Moi aussi, madame, ai-je pensé en mon fort intérieur. La mienne aussi aurait aimé. J'ai appris à vivre avec cette nouvelle réalité. J'avais des amis merveilleux, un travail qui me passionnait. J'avais trouvé une nouvelle forme de famille, une famille choisie, basée sur le respect et la confiance mutuelle. Mais il y avait toujours un vide, une place à table à Noël qui resterait à jamais inoccupée. Puis, un matin de printemps, j'ai reçu une lettre. L'écriture sur l'enveloppe était celle de mon père, une écriture que je connaissais par cœur, mais que je n'avais pas vue depuis plus d'1 an. J'ai hésité avant de l'ouvrir, mon cœur battant la chamade. La lettre était courte. Elle ne contenait pas d'excuses, pas de demande de pardon. C'était quelque chose de différent. Ma Chloé, je pense à toi tous les jours. Je pense à ce jour où je t'ai jugée. Je n'ai aucune excuse. Un père est censé protéger ses enfants. De tout. Et parfois, il doit les protéger d'eux-mêmes. Tu as fait ce qu'un père aurait dû faire, protéger cette famille de ses propres démons. J'ai échoué. Toi, non. Ton père, Gérard. J'ai lu et relu ces quelques lignes, les larmes brouillant les mots. Ce n'était pas une absolution, ni une invitation à revenir. C'était une reconnaissance.
La reconnaissance de ma force, de ma droiture, et de sa propre faillite. C'était sa façon de me rendre mon statut de fille, non pas par le sang, mais par le caractère. Je ne sais pas si nous nous reparlerons un jour normalement. Je ne sais pas si je retournerai un jour dans cette maison en Normandie. Certaines portes, une fois fermées, ne peuvent pas être rouvertes. Mais cette lettre a changé quelque chose. Elle n'a pas effacé le passé, mais elle a apaisé le présent. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir avec le dossier noir. Le dossier de la vengeance et la lettre de la rédemption, côte à côte. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Paris s'étendait à mes pieds, une ville pleine de promesses. J'avais gagné ma guerre. J'avais perdu une famille, mais j'avais trouvé la paix. Et j'avais compris que parfois, la paix a un prix. J'avais payé le mien. Et j'étais enfin libre.